Bonjour à tous, merci pour les organisateurs de nous permettre de partager un début d'expérimentation. Et donc, la présentation sera faite à double voix, donc par moi, responsable de l'Observatoire des pratiques pédagogiques, et Thomas Drapier, donc responsable de formation à l'Université Gustave Eiffel, c'est la composante de l'IFIS. Et donc, nous allons partager donc, cette expérimentation avec vous qui va surtout porter sur l'usage de référentiels de compétences métiers pour rénover une maquette de formation. On est au début de cette méthodologie et pour se questionner comment maintenir l'employabilité au niveau de cette licence professionnelle. Alors, pour commencer, très rapidement, quelques éléments de contexte concernant de façon générale les formations professionnelles. Donc, il faut partir du principe qu'on va avoir un enseignement qui va se dérouler en alternance, des cours de façon générale, je dirais, à l'université, et un stage sur le terrain professionnel, tout en se disant qu'on va prendre en compte l'activité professionnelle comme une activité formatrice. Et donc, cette activité formatrice va être une opportunité d'acquérir des compétences métiers, d'où quand Thomas s'est mis dans ce projet de rénovation de maquette, l'idée et même l'intérêt et voire la pertinence a été de penser tout de suite cette maquette avec les différentes parties prenantes. Autre point, donc qui dit licence professionnelle dit également apprentissage en approche par compétences. Et donc, tout en rappelant que le stage peut être une opportunité pour cette acquisition de compétences, donc selon des textes bien précis, l'arrêté de janvier 2014. On s'appuie également sur des certifications, Fisher NCP, donc c'est Stéphane qui a fait référence ce matin. En tout cas, objectif attendu d'une licence professionnelle, lier les attentes du référentiel des compétences métiers qui peuvent s'apparenter à des savoir-faire et les savoirs pédagogiques qui vont être dispensés en cours. On est sur une formation, licence professionnelle de chargé d'affaires en agencement. Elle a été montée en 2000, c'est une de 2001. C'est une des premières licences pro de France. Donc, pour vous donner le contexte, je la reprends du coup il y a 3 ans maintenant. Le collègue référent, du coup, responsable de formation, part du jour au lendemain et je suis office de pompier. Donc, évidemment, dans ces cas-là, on arrive et puis on prend la suite et on fait un audit et on s'aperçoit rapidement qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà. Depuis 2001, on est en 2022, il y a quand même 2, 3 choses qui ont changé. Et donc, on a une grosse demande de la part de la profession de faire évoluer la formation. On a une demande des étudiants et également des intervenants de cette formation. Quand on a déjà fait monter des formations, on sait le temps nécessaire pour pouvoir faire ces changements. Mais je reprends la formation au mois de mars et je me dis que je vais passer un été génial. Voilà, je vais me régaler. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider. À l'Université Gustave Eiffel, nous avons le Centre d'innovation pédagogique, le CIPEN, auquel je fais appel. Ils sont en train de mettre en place un projet où on essaye, grâce à l'intelligence artificielle générative, de faire avancer ce genre de choses plus vite, quoi. Le projet m'emballe tout de suite. L'été, je vais passer. Et donc, on rentre dans un processus où on essaye de monter ou de réformer, recadrer des formations grâce à cette IA. Nous, on a pris le, le, le parti pris, c'est toujours moi ça. Oui, vas-y. On a eu le parti pris, du coup, de partir du référentiel de compétences métiers. Voilà. Donc, on souhaite partir des compétences métiers pour ensuite aller vers, du coup, les compétences universitaires qu'on va transmettre, du coup, à nos jeunes, quoi. Donc, on s'est mis à rassembler la profession, les différents intervenants pour pouvoir, du coup, créer cette base. Un peu de suspense. Alors, donc, avant de rassembler les différentes parties prenantes, donc on s'est posé la question sur quelques petits éléments théoriques et quelques définitions pour se mettre raccord. La définition de la compétence, nous, on s'est plutôt appuyé sur la compétence comme un savoir agir
en situation professionnelle, ce qui sous-entendait dans notre méthodologie de savoir plus exactement c'est quoi en fait ces savoir agir, quels sont les invariants selon la didactique professionnelle et comment surtout se placer et rester au plus près des situations professionnelles. Tout cela pour penser une formation ou au moins une transmission de ces savoirs. Et pour cela, il était important pour nous de les identifier, de les mettre en mots, de mettre en mots ces gestes professionnels qui sont bien souvent incorporés, surtout dans les métiers que tu représentes, et parfois, voire même souvent, peu conscientisés ou en tout cas mis en mots par les professionnels eux-mêmes. Ce qui, d'autant plus, a fait que dans notre hypothèse, on s'est dit que toi, responsable de formation, tu allais vraiment jouer le rôle d'un chef d'orchestre dans cette rénovation. Alors, ça faisait un lien avec un des projets qu'on mène à l'université Gustave Eiffel sous le joli nom de Vénus, valoriser l'enseignement universitaire et ses spécificités. Et la responsabilité de formation rentre dans notre S de spécificité, où on part du principe que, en fait, cette responsabilité de formation va être une résultante de services entre enseignants et étudiants, et que ces deux parties prenantes au minimum, mais là on en verra plus, vont être co-concepteurs et coproducteurs de ce service. Il restait à explorer l'évaluation d'un dispositif de formation. Donc, on a regardé rapidement dans le dictionnaire des concepts de la professionnalisation de Anne Jorot. Et donc, on s'est arrêté un petit peu sur le concept parce qu'il fallait de toute façon débuter par rapport à cette expérimentation sur le concept de professionnalité, donc rapidement décrit par De Kettelé, dans le sens où on va avoir des impulsions qui ont été organisées par certaines organisations. En tout cas, ce qui nous intéressait à tester, c'était la démarche référentiel métier pour aller vers un référentiel de compétences, pour aller vers un référentiel de formation et aller vers un référentiel d'évaluation. Avec tout cela, donc, la licence professionnelle se retrouve au croisement de trois attendus: les normes de l'emploi, les attendus pédagogiques, le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on met derrière ces trois ensembles? Les normes de métier, donc ça va consister à faire l'analyse des référentiels de ces fameuses compétences métiers, les fiches RNCP. D'ailleurs, même au niveau de la rénovation de la licence professionnelle, qu'est-ce qu'on mettait derrière ces mots-là? C'était le contenu de la maquette de formation, la définition du référentiel de compétences à acquérir. Côté pédagogie, Thomas a travaillé avec son équipe pédagogique, essentiellement des intervenants professionnels. Et puis, il fallait croiser ça avec les demandes du marché présentes et à venir. Autrement dit, s'appuyer sur une analyse des fiches de poste, des entretiens semi-directifs avec des ex-étudiants, une dizaine, et un questionnaire Sphinx qu'on a fait passer auprès des recruteurs. Et donc là, on ciblait vraiment la demande du marché présente et surtout à venir. Et tu t'es aussi appuyé sur le référentiel des compétences métiers Bac+2. Et je te laisse la parole pour dire comment concrètement tu as fait tout ça. Donc, on a démarré notre étude en s'intéressant évidemment à ce métier, puisqu'on part du coup, on peut partir de ce référentiel métier, compétences. Donc, on s'intéresse à ce métier, on essaye de le cibler, et on sait que pour cibler ce métier, il y a évidemment différentes techniques. Une des techniques qui prend énormément de temps, c'est d'aller chercher les offres d'emploi, voilà. Et donc, on lit les offres d'emploi, on en tire les compétences, par exemple, voilà. Ça prend un temps fou, quoi. Et donc, c'est là où on va essayer de faire appel à la technologie pour pouvoir nous aider, aller plus vite, gagner en données, quoi. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir des données qui vont être sur le plan national, parce que nous, on a été sur le plan national et pas que régional, mais on aurait pu aussi aller sur le plan international si la licence s'y prêtait, évidemment, quoi. Et l'ensemble de ces données, du coup, elles nous permettent de les confronter, du coup, avec le monde professionnel pour leur dire, bah voilà, nous, la représentation qu'on a du métier, et puis d'aller chercher chez eux l'ensemble des compétences de leur métier. Voilà. Donc, en fait, on leur demande pas quel est leur métier, on leur amène leur métier, on leur dit, est-ce que c'est bien ça? Et là, on a déjà commencé à gagner du temps. C'est là-dessus, c'est sur ces points-là, sur ce processus-là qu'on essaie un petit peu d'automatiser, qu'on essaie de gagner un certain temps, quoi.
Donc, on est sur cette partie où on essaye de bien mettre en œuvre la situation professionnelle, de bien cerner ce métier. Ensuite, dans un autre temps, on va vérifier avec eux l'ensemble des compétences métiers. On a marché avec une note sectorielle où là, du coup, on a eu tout un tas de données, de chiffres, de statistiques, d'éléments. C'est là où on leur a demandé si c'était bien leur métier, si on était bien sur les bonnes compétences, sur les évolutions du métier à venir. Et une fois qu'on a balayé tout ça, on est parti du coup sur mettre en œuvre un synoptique où là, on va avoir du coup les activités professionnelles et les compétences professionnelles qui après peuvent être déclinées du coup également, quoi. Et ça va être notre base de travail pour ensuite nous créer le référentiel d'activité compétences. Voilà. Donc une fois qu'on a figé ce synoptique avec les professionnels du métier et les intervenants, on a pu avoir du coup un référentiel d'activité compétences. Ce référentiel d'activité compétences, il nous donne le profil de sortie que doit avoir l'étudiant en sortie de formation et il décrit exactement ce qu'est le métier, les compétences, les attendus, d'accord, et les critères qui peuvent être évalués sur cette compétence. Voilà. Ça fait à peu près 60 pages. Donc là, quand on a dit aux professionnels qu'ils allaient nous valider 60 pages, on a perdu tout le monde. Donc on a séquencé un peu tout ça par métier, puisque dans nos professionnels, on avait aussi bien des directeurs juridiques, des personnes à responsabilité dans les métiers, sur les métiers de l'agencement. Donc là, plutôt la partie bâtiment, quoi. Et donc, on leur a demandé de lire ces 60 pages qui n'avaient pas du tout été générées par nous, mais que là, qui avaient été générées par l'IA. Et on est tombé juste, en fait. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques modifications, il y en a quelques-unes à apporter, quoi. Mais globalement, c'est la description de leur métier, c'est la description des compétences métiers qu'ils sont en train de faire, c'est bien les critères de réussite qui sont apparus, quoi. Donc là-dessus, on est sur le bon chemin. Je précise que quand on parle d'IA générative, on ne s'est pas amusé à prompter sur ChatGPT, hein. On a nous-mêmes, évidemment, développé notre modeleur. Et puis, on s'est basé, évidemment, sur des sources fiables, libres de droit, France Compétences, France Travail, l'INSEE, ce genre de choses. Une fois qu'on arrive, du coup, à ce RAC, on va pouvoir, du coup, passer à l'étape d'après, parce que là, on est encore sur la partie métier, compétences métiers. Et l'objectif, c'est de passer du coup à la suite maintenant, en allant du coup vers cette partie enseignement. Donc, cette partie-là, on ne l'a pas encore faite, hein. Donc, on va faire une conclusion, on va dire, intermédiaire en ce qui concerne ce début d'expérimentation. Donc, ce qu'on a retenu, ces 3 points. Donc, en utilisant cet assistant, comme tu l'as dit, d'intelligence artificielle générative, c'est pas que ça a remis en question la qualité de l'analyse de chacun des experts, hein, que ce soit tes professionnels, que ce soit ton expertise en tant que responsable de formation, ou bien que ce soit mon expertise, puisque moi, j'ai joué le rôle de la chercheur qui a été interroger les différents ex-étudiants et qui a analysé le questionnaire passé au niveau des recruteurs. Mais par contre, ça nous a permis de gagner du temps et de brasser plus large qu'uniquement la taille régionale, comme tu le disais, mais d'élargir à une taille nationale. Et du coup, de faire cette approche qualitative pour apporter de l'épaisseur aux différentes données qu'on avait réussi à récupérer de cet assistant, qui était plutôt plat. Cette approche qualitative va te permettre, tu me corriges si je me trompe, de repenser par rapport à ta maquette de formation et donner du coup de l'épaisseur par rapport à certains cours ou certains enseignements. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'évolution prochaine de cette expérimentation. Et on a effectivement validé toute l'importance du rôle du responsable de formation pour orchestrer cette rénovation et pouvoir jouer entre les différentes parties prenantes et les faire intervenir au bon moment. En discussion, eh bien, 2 petits points. On est arrivé à un référentiel de compétences à acquérir. Maintenant, comment toi, avec tes parties prenantes, tu vas le mettre en tension pour en découler un référentiel pédagogique, donc de formation et d'évaluation. Donc là, et deuxième point, on était également sur une licence très professionnalisante.
L'intérêt serait de reprendre cette méthodologie, de la recroiser avec une formation beaucoup moins professionnalisante, et puis, du coup, de mettre en tension, de questionner et d'évaluer ou au moins d'analyser la pertinence. Merci pour votre attention. C'est Merci Jamila et Thomas, et merci d'avoir tenu un temps parfait par rapport à ce qui était prévu. Donc la parole est maintenant à la défense. Attaquez. Vas-y Guillaume. Bonjour, je suis Guillaume, je suis donc auditeur au sein du Master 2 CIDC cette année. Et du coup, ma question, je pense qu'elle va porter la coloration du Master 2 CIDC. En fait, c'est la suivante. Moi, dans le récit que vous faites de votre expérimentation, j'entends très fort une énergie très importante déployée dans la collecte de ces données. Qu'elle soit d'abord, si j'ai bien compris, par l'analyse des annonces, ensuite par l'IA générative, par tout ce que vous pouvez collecter de préexistant. D'ailleurs, j'ai même été assez fasciné par cette capacité à aller chercher autant d'informations. Et du coup, ça me fait me poser une question parce que je me dis, mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Vous parlez beaucoup de compétences métiers. Alors, je dis que c'est une coloration que Master 2 parce que ce matin, on vient d'apprendre que la compétence, en fait, ça n'existait pas ou alors fallait situer un point de vue et que finalement. Voilà. Bref, on est chamboulé de ce côté de la table par rapport à la compétence. Voilà, c'est ça. Mais blague à part, cette compétence métier, vous insistez sur le métier. Enfin, dans votre discours, il y a beaucoup le métier. Et j'étais surpris par le fait que vous en soyez finalement quand même assez à distance. Parce que vous avez été obligé d'aller collecter toutes ces données qui sont des données préexistantes. Et finalement, vous ne faites jamais mention de la capacité à accéder au métier lui-même. Et donc, je me dis que vous êtes plutôt des personnes, à mon avis, de bonne volonté. Est-ce que ça veut dire que dans le rapport entre les organismes de formation et les professionnels en situation, il y a toujours un fossé qui fait que l'accès au métier est encore une difficulté pour pouvoir peut-être l'analyser, l'observer et en tirer quelque chose qui ne nécessite pas l'IA générative ou cette collecte aussi importante de données. Je sais pas si... Oui, vas-y. Il n'y a pas de. Ouais, mais il n'y a pas de. Il y a pas de fossé. En tout cas, il n'y a pas de grand fossé si jamais il y en avait un. Nous, comme vous avez compris, je pense qu'on va essayer de dupliquer. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de monter un processus d'automatisation. On va essayer de dupliquer ça. Et dans cet esprit de vouloir le dupliquer, il faut juste qu'on ne se trompe pas. Donc, on a cette obligation d'aller chercher un maximum d'informations pour pouvoir ensuite la recouper auprès des professionnels. Voilà. Donc, notre objectif a bien été d'aller chercher, vous avez raison, beaucoup d'informations pour la soumettre aux professionnels et pour leur dire, est-ce que ce que nous, on a trouvé, sans vous, c'est bien votre métier? Voilà, c'était ça en fait. Et c'est pour ça qu'on a été chercher de la donnée un petit peu partout. Et comme on a des jeunes qui viennent un petit peu de tout le territoire, on a étendu nos recherches à l'ensemble du territoire français. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas que été chercher de l'information auprès de nos pros, qu'on avait sous la main plus facilement uniquement. C'est qu'on a fait ça, mais d'abord, on a été chercher de l'information pour leur soumettre. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'information que nous, on trouve sans eux, elle est viable? C'était ça l'objectif. Voilà. Pour le moment, il est rempli, mais c'est pour ça qu'on a été chercher tant de données, quoi. Et on a également été chercher des données au niveau des ex-étudiants pour voir, eux qui ont suivi cette licence professionnelle, quels sont les éléments en fait, qu'ils utilisent dans leur quotidien actuellement. Et parfois, c'était très drôle parce que certains disaient que quand quand je suivais les cours, je me disais, mais à quoi ça sert? Finalement, je perds du temps et ça sert à rien. Et aujourd'hui, 1 an, 2 ans en étant sur le terrain, ils se disent, ouais, effectivement, ce cours-là, maintenant, je comprends l'importance de ce cours. Du coup, je poursuis ma question, excusez-moi. Mais je dis ça parce qu'on apprend, nous, que finalement, la formation, elle s'appuie sur l'analyse du travail. Et là, vous prenez un chemin qui est à peu près à revers en disant, on va collecter de la donnée et on va soumettre ce qu'on comprend du travail à des professionnels qui vont dire, ouais, c'est bon, vous y êtes. Comme on nous apprend l'inverse, ça me questionne beaucoup votre démarche, vous voyez, dans la façon dont vous avez procédé. Et du coup, je continue à te questionner sur qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette modalité-là, en fait? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est pourquoi est-ce que on va chercher de la donnée et qu'on la soumet aux professionnels? C'est bien ça, hein? Ouais, pourquoi vous n'allez pas consulter le professionnel
et collecter quelque Parce chose que- qui est cette donnée pour ensuite éventuellement la lui reconfronter, mais que plutôt vous faites l'exercice qui a l'air assez périlleux d'aller la chercher partout ailleurs qu'auprès du professionnel. Ouais. Ce sont des professionnels. D'abord parce qu'on aime bien les exercices périlleux. Déjà pour commencer. Nous sommes des aventuriers. Nous voulons, nous souhaitons, dans la mesure du possible, enfin, je vais prendre autrement, récupérer de la donnée chez les professionnels, ça prend du temps, d'énergie, il faut avoir un réseau. D'accord? Et si on peut se passer de ça, on va gagner du temps. Donc, notre objectif, c'est d'aller chercher de la donnée à l'extérieur de ce groupe de professionnels. Et ensuite, c'est de la confronter à ces professionnels. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a été chercher sans eux est viable? C'est vraiment ça. Et là, on gagne du temps. Parce que ça veut dire que votre formation, en fait, vous pouvez la rénover, si tout se passe bien jusqu'à la fin, c'est que votre formation, d'accord, licence, master, peu importe, vous pouvez la rénover ou vous la questionner facilement et simplement quand vous voulez. Voilà. Un exemple, pour aller chercher de la donnée, donc on va habituellement, avant, on allait collecter les offres d'emploi et on cherchait les compétences dans les offres d'emploi. Voilà. Là, aujourd'hui, aller chercher des offres d'emploi et avoir paramétré notre IA générative pour qu'elle nous apporte les compétences offres d'emploi, ça nous a pris 1,6 secondes pour aller checker 3000 offres d'emploi. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Donc, on a reparamétré. Et cette fois-ci, en 0,8 secondes, elle nous a sorti 800 offres d'emploi avec l'ensemble des compétences. D'accord? Et cette analyse de compétences classée dans le sens qu'on veut, il suffit de lui demander. Quoi. Voilà. Et donc, notre objectif, c'est bien d'aller chercher de la donnée. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut quand même s'assurer, puisque nous ne sommes pas professionnels chargés d'affaires en agencement, qui était le fondement de cette formation, on veut aller voir auprès des professionnels que ce qu'on a été cherché comme données en 1,8 secondes et qu'on a corrigé en 0,8 secondes, d'accord, est-ce que c'est viable ou pas? Parce que les contacter, les faire venir, alors déjà des chefs d'entreprise pour les faire venir, c'est pas simple, d'accord? Ça prend beaucoup de temps. 0,8 secondes, c'est imbattable. Et c'est ça notre objectif. Est-ce qu'avec des outils de maintenant, on va pouvoir gagner du temps? Ça ne veut pas dire qu'on va se passer d'eux complètement, mais on peut se passer d'un certain nombre de réunions. Et moi, responsable de formation, je gagne un temps fou. Quoi. Voilà. Et ça, est-ce qu'on va pouvoir le dupliquer à d'autres formations? C'est vraiment le but de cette recherche. Alors, il y a Elsa qui avait une question. Juste un petit complément. En fait, dans notre méthodologie, on a des professionnels, mais de statuts différents. Les ex-étudiants sont des professionnels de terrain. Donc, eux, je les ai appelés par rapport à leur activité. Les recruteurs sont des professionnels. Et les intervenants professionnels, c'est ceux qui font partie de ton équipe pédagogique et qui vont donc penser comment je vais transformer ces différentes situations ou ces différentes compétences dans mon syllabus pour intervenir dans la licence pro. On a 3 statuts de professionnels, en fait. Merci beaucoup. Je fais un peu le timekeeper. Hein, Elsa. Voilà une question. Donc, vous collez beaucoup aux besoins professionnels. On a vu ce matin que les métiers sont protéiformes et très évolutifs. Et donc, comment vous tenez compte comment vous allez tenir compte dans votre formation de cette dimension évolutive des métiers? Avant cette IA et ce module qu'on essaie de mettre en œuvre, en fait, tout comme vous, hein, on était en veille. On était en veille et c'était notre veille qui, je parle responsable de formation, hein, je pense que la question était tournée responsable de formation. Oui. On était en veille et du coup, ça nous permettait à chaque conseil de perfectionnement de pouvoir amener des éléments qui amélioraient la formation. Voilà. Avec l'outil qu'on essaie de mettre en place, cette veille, elle ne sera pas limitée à ma propre personne, en fait. Elle va aller interroger le système travail et d'autres systèmes de données qui vont nous permettre d'aller essayer de capter des signaux faibles pour pouvoir ensuite les intégrer, parce que c'est une évolution qui est en train d'arriver dans la formation, et du coup de pouvoir les intégrer à la formation. Voilà. Oui, vous utilisez l'IA et j'entends 1,8 secondes, c'est extraordinaire, 0,8 secondes. Moi, j'arrive même pas à imaginer ce que ça donne, quoi. Bon. Mais vos étudiants, ils vont un jour ou l'autre utiliser le même genre d'outils. Oui. Si on voit bien l'écart qu'il y a entre des années passées, à analyser le travail, non, mais ça prend du temps, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas la même chose. Mais quand vous gagnez autant de temps que ça dans votre propre métier,
eux, ils vont peut-être aussi, grâce à la même technique, gagner beaucoup de temps à leur façon, avec leur technique, etc. Comment vous anticipez ce mouvement auto-alimenté? Bah, vous avez entièrement raison, oui, ça va arriver, quoi. À condition qu'ils savent bien parler, lire et écrire le français. Vous allez leur apprendre? Bien prompter. Parce qu'il faut bien prompter, il faut bien savoir écrire en Non, mais français. justement, est-ce que ça change le contenu même de votre formation? Parce que Ça là, ne l'a pas, déjà, vous allez tirer vers le français, déjà. C'est pas rien. complètement. Ça ne l'a pas encore changé, mais en tout cas, c'est des évolutions qu'on suit fortement et il est certain que euh, on va pas pouvoir attendre un quinquennat pour pouvoir changer la formation. Vous avez entièrement raison. Et c'est là où l'importance de cette veille, elle peut nous être amenée assez rapidement, quoi. Mais oui, vous avez raison, c'est en cours de changement. Et c'est là où l'enjeu sera justement de travailler sur cette qualité de l'expertise, puisque les données seront traitées très rapidement. Il y a une question dans le chat, vas-y, et après on arrête. Je ne sais pas si la personne va intervenir, si elle... je vais dire, du coup, la méthodologie incluant l'IA est vraiment intéressante et je comprends bien comment vous avez pu modérer avec l'étude qualitative. Mais qu'en est-il de la dimension prospective? Est-ce que les chercheurs y vont contribuer, les chercheurs de l'université notamment? Est-ce que cette enquête a posteriori n'entraîne pas des biais de confirmation? Et est-ce que le temps gagné dans la conception de la formation n'est pas un temps à retrouver dans le processus d'apprentissage? Interroger le métier sur une IA, c'est aussi apprendre le métier. C'est le nom. Merci. Merci à vous. Chercheur, tu réponds. Ouais, côté chercheur, non, on n'a pas encore prospecté ce volet-là. C'est un volet à prendre en compte. Peut-être au moment où on va basculer vers le référentiel de formation et d'évaluation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore prospecté ce volet-là. C'est à prendre en compte. Merci. Merci à vous.